Bonjour à tous. C'est la rentrée et donc Virage Énergie Climat vous propose un retour sur quelques actualités de la transition énergétique et écologique de cet été, en particulier sur des études ou des articles qui sont parus depuis juin dernier sur des sujets divers. Par exemple, en France, où est passée la planification écologique? La transition est-elle accessible pour les ménages moyens ou modestes? Le bonheur nuit-il à l'environnement? L'éolien et le photovoltaïque ne réclament-ils pas trop de terre pour leur développement? Le bouclage biomasse va-t-il se faire dans la douleur? Donc, des sujets très variés. Et pour terminer, on terminera sur un petit aperçu des divisions de l'écologie d'un numéro spécial de l'Obs à ce sujet. Alors, tout d'abord, nous devons vous faire part d'une disparition inquiétante. En effet, depuis le mois de juin dernier, on est sans nouvelles de la planification écologique de la France et de sa petite famille, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas carbone, le plan national d'adaptation au changement climatique. Donc, si vous avez la moindre information à ce sujet, veuillez nous contacter pour nous rassurer sur le devenir de cette planification écologique. Alors, bon, je force un peu le trait, hein. Il y a quand même eu la publication du plan national intégré énergie-climat de la France, qui a été transmis à la Commission européenne en juin dernier. Bon, le problème, c'est quand même qu'au niveau des objectifs des énergies renouvelables, la France refuse toujours les objectifs qui avaient été fixés par l'Union européenne en plaidant donc pour le nucléaire français. La France mène depuis plusieurs années un bras de fer avec Bruxelles. On devait avoir 23% d'énergie renouvelable dans sa consommation finale d'énergie en 2020. Et là, on a encore, on est en retard sur l'objectif de 33% de renouvelables d'ici 2030. Paris veut 33% d'énergie renouvelable alors que Bruxelles veut 44%. Donc ça, c'était une première version en décembre. Et 6 mois plus tard, la France persiste dans son refus, euh, d'après cette version actualisée donc, qui a été envoyée en juin dernier. Elle garde les mêmes cibles de développement des renouvelables et préfère mettre en avant un objectif décarboné, incluant donc le nucléaire, qui est, comme chacun sait, peu émetteur de gaz à effet de serre. Voilà. Donc c'est un peu mi-figue, mi-raisin, je dirais. Euh, Après, donc, nous faisons un focus sur ce rapport du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui alerte sur le risque de pénaliser les classes populaires si les politiques de transition ne sont pas conçues dès d'abord de façon équitable et redistributive. On a bien sûr en mémoire l'histoire de la taxe carbone dont la gestion a provoqué en fait la montée des gilets jaunes. Donc, de nombreuses études montrent que les populations précaires polluent moins en moyenne que les plus riches. Pourtant, elles sont plus exposées aux risques environnementaux. Et les politiques de transition ont tendance à peser sur leur portefeuille. Donc, si ces contraintes écologiques s'ajoutaient au cumul des difficultés que les ménages pauvres ou aux ressources modestes affrontent déjà dans la vie quotidienne, la transition augmenterait les risques d'exclusion sociale et environnementale. C'est donc un sujet qui est extrêmement important, ne serait-ce qu'au niveau politique, euh, on sait dans quelle situation nous nous trouvons actuellement, et ce genre de choses ne peut que renforcer les préventions contre la transition. Le SNLE propose la mise en place d'un pacte social et environnemental, passant entre autres par le fait de proposer une offre alternative de produits décarbonés, une offre qui reste encore insuffisante aujourd'hui, et de prévoir une phase de transition de la transition écologique
transition de la transition, en choisissant d'abord les ménages les plus aisés, dont la capacité contributive est plus importante et la consommation plus volumineuse et polluante. Alors ceci nous évoque un rapport qu'on avait déjà signalé l'année dernière, en novembre dernier, un rapport de l'Institute for Climate Economics, donc I4CE, qui se posait la question de la transition est-elle accessible à tous les ménages? En focalisant donc leur analyse sur les aides publiques à la rénovation performante des logements et sur la mobilité électrique. Donc, ils ont calculé le reste à charge au niveau des différents ménages, rapporté aux revenus de ces mêmes ménages. Et donc, là, vous avez l'exemple pour la rénovation performante de 6 logements types. Donc, de la maison rurale au fioul, en passant par le pavillon, de la reconstruction, les barres d'immeubles, enfin, des Trente Glorieuses, en passant par le pavillon et le petit collectif un peu plus récent. Donc, il y a eu le calcul du reste à charge, c'est-à-dire de l'investissement moins les aides, donc ce qui reste à financer par les ménages eux-mêmes. Et donc, ce reste à charge représente combien d'années de revenus des ménages en fonction de leur position, de leur taux de richesse. Donc, sur cette échelle, en fait, on a le ménage 1, ce sont les ménages les plus pauvres, ménage 10, les plus riches. Et donc, en fonction du type de logement à réhabiliter, vous avez ici le nombre d'années, le temps d'années de revenus nécessaires pour couvrir ce reste à charge. Et donc, pour les ménages les plus modestes, eh bien, ça peut aller de 4 à 14 ans. Pour les ménages un peu moins modestes, on est entre 1 et 4 ans de revenus pour couvrir le reste à charge. Après, pour les ménages un peu plus aisés, ça diminue peu à peu jusqu'à tomber à moins de 2 ans. Et pour le décile le plus riche, je dirais que c'est largement moins d'un an de revenus pour couvrir ce reste à charge. Donc, ceci implique que pour les revenus modestes, enfin pour les ménages modestes, c'est quasiment mission impossible. Idem pour la mobilité électrique. Donc là, ce schéma, en fait, représente l'investissement restant à charge, là encore, des ménages. Donc, une fois déduit les aides pour l'achat d'un véhicule et des équipements enfin, du genre prise à domicile pour alimenter le véhicule électrique. Donc ici, en gris, en fait, ce sont les investissements pour des citadines thermiques standards. En orange, c'est le reste à charge pour les citadines électriques standards neuves. Donc vous avez ici, entre les deux, l'écart, le coût supplémentaire de reste à charge qui est représenté par le passage à l'électrique. Et ici, vous avez en rose le reste à charge pour les citadines électriques standards d'occasion. Mais ce parc d'occasion est encore peu développé. Donc on constate donc, et tout ceci, les restes à charge sont calculés par les richesses des ménages. Donc ici, vous avez par exemple pour les ménages les plus modestes, le passage électrique représente un reste à charge supplémentaire de 2 600 euros. Donc on passe de 20 000 à 22 000, 23 000 quasiment. Donc cet investissement est très important pour ce type de ménage. Et alors que c'est beaucoup, enfin, certes, le reste à charge est plus important pour les ménages les plus aisés, mais ils sont également plus aisés. Donc, ils peuvent combler plus facilement ce passage à l'électrique.
Là encore, on constate que les ménages modestes auront du mal, étant donné en plus leur taux d'endettement qui est souvent élevé, ils auront du mal donc à faire ce pas euh, vers l'électrique. Donc, l'ICATCE proposait en fait de revoir les aides publiques en les reportant vraiment sur les ménages qui ont le plus besoin. Ça nous fait dériver sur un autre rapport qui est paru, enfin c'est plus exactement un livre qui est disponible sur Internet d'ailleurs, sur le coût environnemental du bonheur. J'ai trouvé il y a un résumé sur le site, l'excellent site Bon Pote, le bonheur à quel prix pour l'environnement. Alors, il existe de nombreuses mesures de bonheur par pays, différentes dans leurs approches. Des mesures qui sont dites cognitives, c'est-à-dire l'évaluation positive de sa vie, ma vie est proche de sa meilleure version, ou satisfaction à l'égard de sa vie, je suis satisfait de la vie que je mène, et des mesures dites plutôt affectives. Je suis heureux dans ma vie, je suis heureux de la vie que je mène, et des affects positifs, je ressens fréquemment de la joie, je ris, j'apprends souvent des choses nouvelles, etc. Donc il y avait différents types de mesures qui sont disponibles. Il y a eu des tas d'études sur ces mesures et on peut les distinguer donc euh, et calculer des moyennes par pays. Alors, on constate donc, c'est l'objet de cette figure là, où vous avez donc les quatre mesures possibles de bonheur. Donc, satisfaction et évaluation, ce sont des mesures dites cognitives, et bonheur de sa vie, dans sa vie et effect positif, c'est des mesures dites affectives. Et le nuage de points, donc en bleu, c'est satisfaction et en orange, c'est évaluation. Là, le nuage de points, c'est donc chaque pays a quatre mesures, une bleue, une orange, une grise et une jaune. Et on constate, donc une des conclusions du rapport de ce chercheur, c'est que quand même, il y a une certaine corrélation entre les mesures cognitives du bonheur et l'empreinte carbone. Ici, vous avez une échelle de mesure de l'empreinte carbone dans moyen dans chaque pays. Alors, il y a une certaine corrélation, c'est-à-dire que plus le bonheur est élevé enfin, mesuré par les mesures cognitives est élevé et plus l'empreinte est importante. Cela dit, enfin, cette corrélation est quand même pas si énorme que ça, puisque si on prend ce point bleu ici, qui a une empreinte euh, carbone très, très élevée, et ce point ici, où l'empreinte carbone est très peu, enfin, est peu élevée, on a un niveau de bonheur équivalent. Donc ça montre qu'il y a une certaine corrélation, mais que, bon, tout de même, il y a quand même, les pays riches sont quand même plus heureux suivant ce type de mesure que les pays pauvres. Mais quand on passe aux mesures affectives, finalement, bah, on voit qu'il y a très peu de corrélation. C'est quasiment, quelle que soit l'empreinte, eh bien, même les pays à très faible empreinte carbone, donc un niveau de vie très, très faible, eh bien, sont finalement aussi heureux suivant ces mesures que. Donc, il y a des classements suivant ces critères qui sont complètement différents. Avec les mesures cognitives, bah, c'est bien sûr la Scandinavie, les pays anglo-saxons, etc., qui sont en tête de mesure. Dans les mesures affectives, bah, c'est pas du tout ça. Et on peut trouver des pays africains, d'Amérique du Sud, ou ça. Donc tout ceci pour dire qu'en fait, le bonheur n'est pas forcément corrélé à une pollution, une empreinte carbone démesurée. Sans doute, c'est sans doute un plaidoyer également pour la sobriété, puisqu'on voit que finalement, quand on est sobre, on n'est pas forcément plus malheureux que quand on a un niveau de consommation très élevé.
En fait, les mesures dites cognitives, ça mesure un peu la consommation extérieure, enfin le niveau de consommation par lequel on se place par rapport à nos voisins, etc. Et donc là, la consommation joue un beaucoup plus grand rôle dans la perception du bonheur. Voilà. Alors là, on change totalement de sujet. La consommation de foncier par l'éolien, le photovoltaïque. C'est souvent un thème qui est ressassé par les anti-énergies renouvelables. On va privatiser, enfin, on va occuper beaucoup trop de terre pour couvrir les besoins du photovoltaïque et d'éolien. Alors, il y a le Bureau européen de l'environnement qui a produit un rapport, une étude pour calculer justement plus précisément le pourcentage de terre qui serait nécessaire pour couvrir les besoins suivant les objectifs de la Commission européenne, enfin donc avec la neutralité carbone atteinte en 2050 et ce genre de choses. Dans ce rapport, donc, il y a des mesures qui sont faites à l'échelle des 27, l'ensemble de l'Europe, les 27 pays. Donc là, on voit qu'il y a à peu près la moitié des surfaces européennes qui sont consacrées à l'agriculture, 18,6% qui sont des aires protégées. Et donc, sur l'ensemble de ces surfaces, les terres qui sont convenables, enfin, acceptable pour implanter des énergies renouvelables de type photovoltaïque ou éolien représenterait 5,2% de la surface totale. Ceci étant mesuré en éliminant bien sûr les aires urbaines, en prenant en compte les contraintes environnementales des aires protégées et ce genre de choses. Et sur ces 5,2%, en fait, on n'aurait besoin que de 2,2% pour couvrir les besoins énergétiques sur les objectifs. Alors, il est certain que les, la- les, les territoires qui sont susceptibles d'accueillir les renouvelables sont plutôt situés dans les aires rurales, enfin, plus de 80%. Donc ça, c'était une moyenne à l'échelle européenne. Et en France, donc il y a eu des études par pays. Et donc pour la France, les résultats sont les suivants. Donc l'agriculture, on est un pays plus agricole que la moyenne, avec 62% des terres. Par contre, on protège moins nos terrains, donc avec 13%. On retombe sur le chiffre de 5,2% de terrain favorable à la plantation des énergies renouvelables. Et on pourrait consacrer 2% de ces terrains aux énergies renouvelables. Donc c'est tout à fait, je dirais, raisonnable. Euh, alors, il est certain qu'il y a un impact un peu plus fort en France sur les aires rurales, puisque 94% des terres euh, acceptables pour les renouvelables sont localisées dans les aires rurales. Alors, ceci nous remet en mémoire des études qui avaient été faites par le réseau de transport de l'énergie, RTE, en 2023, donc lorsqu'il avait proposé ces différents scénarios de transition du système électrique français. Je rappelle qu'il y avait plusieurs scénarios qui avaient été décrits. Et dans ces études, il y avait eu des évaluations des surfaces qui seraient nécessaires pour couvrir les besoins. Par exemple, ici, vous avez l'exemple du photovoltaïque, suivant les différents scénarios qui avaient été exprimés par RTE. RTE avait émis une série de scénarios 100% énergie renouvelable, M0, M1 et M23, et une série de scénarios avec du nucléaire, N1, N2 et N03. Et donc, dans le pire des cas,
Les surfaces qui avaient été estimées nécessaires pour couvrir les besoins dans photovoltaïque atteignaient 250 000 hectares. Donc ça, c'est vraiment dans le pire des cas. Donc c'est, je dirais, des consommations d'espace qui sont assez raisonnables, surtout quand on les compare aux surfaces qui sont consacrées aux biocarburants, qui sont largement supérieures. Et donc l'utilisation de surfaces agricoles pour produire des biocarburants est en lui-même discutable. Eh bien, puisqu'on parle de biomasse, justement, enfin de biocarburant, de biomasse, il y a une controverse qui est née d'un document émis par le secrétariat général de la planification écologique sur le bouclage biomasse, c'est-à-dire en fait la réévaluation du bilan entre les demandes, les besoins en biomasse à l'horizon 2030 et la production de biomasse. En effet, le SGBE estime que la demande est en très forte hausse à l'horizon 2030. Donc là, vous avez en millions de tonnes de matière sèche par an. Les besoins en bioénergie, bah, on estime qu'il y a plus 28 millions de tonnes qui seraient nécessaires. Également pour réduire les importations, pour développer les puits de carbone et les usages non énergétiques. En tout, donc 44 millions de tonnes, en plus. Alors que l'offre est contrainte, les forêts produisent moins suite aux problèmes de dépérissement, de sécheresse, d'aléas climatiques, etc. L'artificialisation des sols continue dans une certaine mesure. Et donc les ressources complémentaires que pourraient produire les haies, les cultures intermédiaires et autres ne suffisent pas à compenser ce déficit. Ceci alors que, il y a des soutiens publics à la production et à la consommation de biomasse qui sont très importantes. Ça atteint plus de 5 milliards d'euros par an. D'ailleurs, on constate la place prise par les biocarburants qui, à eux seuls, monopolisent 2 milliards sur ces aides. Donc après, il y a le bois énergie et le biogaz. On note que les soutiens aux forêts, aux haies, aux infrastructures agroécologiques sont largement inférieurs à- à ces autres postes, de même que les produits biosourcés. Donc ce problème de déficit possible mis en lumière par le SGPE conduit à prioriser les différents usages de la biomasse en proposant une forme de merit order, c'est-à-dire d'ordre de préférence, des usages à considérer en priorité qui sont surtout liés à l'alimentation, au puits de carbone, au retour au sol pour la fertilité, etc., etc. D'autres sont à prioriser dans un ordre inférieur, tout ce qui a trait au transport, par exemple, et développement modéré, bah, production d'électricité, par exemple, ce qui, d'ailleurs, au passage, nous indique que Cordemais et son projet d'éco-combuste est peut-être pas vraiment à recommander, puisqu'on est typiquement dans un usage qui n'est pas prioritaire, qui ne serait pas prioritaire. Alors, donc, tous cette euh, analyses du SGPE ont provoqué une certaine irritation chez des professionnels du secteur qui disent que SGPE n'a pas suffisamment consulté, les a pas suffisamment consultés pour aboutir à ce diagnostic quand même assez pessimiste. Par particulier pour le biogaz, la filière considère que les objectifs indiqués sont assez pessimistes. Voilà. Et pour terminer, donc je fais référence à
un dossier hors série de l'Obs, donc ex-Nouvel Observateur, sur les visions de l'écologie, donc visions très diverses et qui chacun sont illustrés par des chefs de file, des penseurs qui développent des visions pas forcément cohérentes entre elles d'ailleurs, et parfois même opposées. Les divisions de l'écologie entraînent des divisions dans l'écologie politique, je dirais. Donc là, vous avez une dizaine de visions différentes de l'écologie de marché, la planification écologique, le technosolutionnisme, la décroissance, l'écologie sociale ou radicale, décoloniale, l'écoféminisme, la pensée du vivant, avec Bruno Latour, et aussi l'écologie réactionnaire. On peut être écologiste et de droite, si, ça existe. Et, et donc, ces différentes visions, ce serait intéressant que chacun d'entre vous essaye de se situer par rapport à... Ce serait intéressant d'avoir une sorte de test qui nous permettrait de nous situer avec tel pourcentage d'écologie de marché ou tel pourcentage de technosolutionnisme. Ça serait bon. Euh, voilà, je vous laisse réfléchir à ce sujet. Et je vous dis à bientôt avec de nouvelles activités de Virage Énergie Climat Pays de Loire. Merci de votre attention. Au revoir.